Après une période difficile marquée par des films live-action bizarres, et je ne sais pas trop ce qu'ils pensaient faire avec cette horrible sitcom, les parents assez bizarres ont enfin droit à un reboot étonnamment réussi. Aujourd'hui, nous allons classer les personnages de la série originale et de Un Nouveau Vœu, du plus gentil au plus maléfique. Comme d'habitude, nous débuterons par les personnages au cœur le plus pur et irons jusqu'au plus maléfique. Ces personnages sont les gentils, et nous devons absolument remettre la médaille d'or de la bonté au Crimson Chin. Lors de sa première apparition, il sombre dans une crise existentielle après avoir appris qu'il était un personnage de bande dessinée. En gros, cela fait de son arc celui de Gummigoo du cirque digital 20 ans plus tôt. Heureusement, le Crimson Chin connaît une fin bien plus heureuse à sa crise, mais seulement quand Timmy se met en danger de mort. En tant que Cleft, le garçon mâchoire, le Crimson Chin comprend qu'il reste réel pour ceux qui, dans la bande dessinée, ont besoin de lui, même s'il est fictif. Dès lors, le Crimson Chin combat divers crimes et méchants pour protéger Cincinnati, affrontant parfois des menaces dans le monde réel. Le chien incarne les valeurs de vérité, de justice et d'héroïsme mieux que quiconque. Il doit donc occuper la première place. En passant à un nouveau vœu, la médaille d'argent du bien revient au professeur de Hazel, Monsieur Guzman. Ceux qui ont grandi avec la série originale étaient sceptiques face au nouveau professeur. Mais contrairement à un certain bossu obsédé par les marraines fées, Monsieur Guzman est un véritable trésor d'homme. C'est le genre de professeur qui se soucie vraiment de ses élèves. Il les encourage à accomplir des actes de gentillesse lors de la journée de la gentillesse, avec la promesse d'une fête de pizza en récompense. Jusqu'à se rapprocher de Hazel lorsqu'elle était encore la nouvelle et se sentait exclue parmi ses camarades de classe. Monsieur Guzman est un vrai cœur et il prend un réel plaisir à l'être. Ce gast est prêt à donner des devoirs le week-end aux enfants juste pour les aider à se faire plus d'amis, ce qui est vraiment gentil. Donner des devoirs le week-end est l'une des rares choses qui l'empêchent d'obtenir la médaille d'or. Mais la médaille de bronze du bien revient à la sensation adolescente du chant Chip Skylark. Quand l'arrivée de ce beau gosse éclipse totalement l'anniversaire de Timmy, le gamin moyen incompris décide de passer sa frustration sur Chip et souhaite qu'il soit coincé une nuit comme prisonnier de Vicky. Il reste étonnamment optimiste face à la situation. Même lorsque Timmy le confronte, Chip est simplement le gars le plus sympa du monde. Il est triste que son concert ait fait oublier à tout le monde l'anniversaire de Timmy et il lui offre même une figurine inédite de Crash Nebula en guise d'offrande de paix. Pourtant, cette gentillesse vise le même gamin qui vient de le piéger pour qu'il soit enlevé par un psychopathe. Bien qu'il soit parfaitement conscient de sa popularité, Chip Skylark est vraiment un gars simple et généreux. Il se soucie plus de rendre ses fans heureux que de toute autre chose. En plus, il a apporté des dents éclatantes au monde et rien que pour ça, il mérite une médaille. Maintenant, ensuite, nous avons Chloé. Les premières minutes de Chloé à l'écran résument à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur son personnage. Elle est sympathique, très douée, amie avec les présidents pour une raison inconnue. Elle devient aussi co-enfant parrainé par Cosmo, Wanda et Pouf. Elle a aussi changé le générique lui-même, ce que même Sparky avait eu la décence de ne pas faire. Vous vous demandez sûrement pourquoi Chloé, si gentille et talentueuse, a besoin des mêmes parrains magiques que Timmy, qui doit gérer des parents négligents, une babysitter abusive et un professeur qui le harcèle. Eh bien, il s'avère que Chloé veut toujours aider les gens, mais parfois elle ne s'y prend pas comme il faut. Non, oui, c'est tout. Même si la série était sous assistance respiratoire, à ce stade, Chloé elle-même est une personne plutôt bien, même si elle était un personnage inutile. Mais assez parlé de ça, il est temps d'aborder les faits principales. Cosmo, Wanda et Pouf, qui deviendra Perry. Leur rôle de parrain étant similaire dans les deux séries, nous allons surtout nous concentrer sur leurs homologues dans Un Nouveau Vœu. Dans les saisons ultérieures des parents assez bizarres originaux, Cosmo et Wanda sont passés d'un couple adorablement amoureux et un peu excentrique tous les deux, à un type de couple qu'on s'attendrait à voir dans Les Griffins. Wanda râle, Cosmo a moins de 3 neurones et aucun des deux ne semble vraiment s'apprécier. Malgré tout, ils ont toujours fait de leur mieux pour Timmy et malgré leur dysfonctionnement, on ne peut nier qu'ils s'aiment au final. Mais ensuite, il faut prendre en compte Un Nouveau Vœu. Et franchement, cette série a complètement corrigé leur dynamique. Honnêtement, c'est comme les revoir dans les premières saisons, sauf que Cosmo a une voix beaucoup plus aiguë. Bien sûr, ils continuent à se taquiner, mais c'est toujours pour s'amuser. Et aussi maladroits qu'ils soient, on peut parier que ces deux-là feront tout leur possible pour rendre leur nouveau filleul heureux. Ensuite, il y a Perry, ex-Pouf, qui veut être pris au sérieux comme parrain, bien qu'il débute.
Et malheureusement, il doit s'occuper de Dev comme filleule. Ce n'est pas une tâche facile. Peu importe à qui ils sont assignés et la distance qui les sépare, ces fées partagent un lien avec leur filleule et entre elles, qui ne peut être qualifié que de magique. Il faut quand même donner à Cosmo la médaille du centre Darwin. Tout cet hélium inhalé récemment a vraiment affecté son cerveau et sa voix. Les parrains et marraines comptent, mais les amis aussi. Voici les nouvelles meilleures amies d'Hazel à l'école. Wynne et Jasmine, les Chester et Agi, de Un nouveau vœu. Même s'il faut un certain temps à Hazel pour se lier d'amitié avec elle, ce trio devient pratiquement inséparable par la suite. Elles soutiennent toujours Hazel et font de leur mieux pour l'inclure dans tout ce qu'elles font. Et elles sont toujours prêtes à aider, quoi qu'il arrive, même si ce dont elle a besoin, c'est d'une escouade suicide improvisée pour reprendre le monde des fées. En plus de ça, Wynne a un skateboard qui s'appelle Board Follow Me, ce qui n'a rien à voir avec la morale. Mais je trouvais ça juste drôle. Derrière, il y a les meilleurs amis de Timmy, Chester et Ajay. Chester et Agi, amis fidèles de Timmy, ont aussi de grandes qualités morales. Agi est un scientifique brillant. Et même si cela peut le faire passer pour un peu prétentieux, cela ne l'empêche pas d'être généralement un gars sympa, qui utilise son intelligence pour faire le bien. Quant à Chester, malgré son manque de bon sens, c'est un garçon très gentil. Sa pauvreté l'a aussi rendu altruiste et en fait un excellent ami. Lorsqu'il devient brièvement l'enfant parrainé de Cosmo et Wanda dans Fairy Idol, il utilise ses vœux pour aider à résoudre des problèmes dans le monde entier. Bien que ce manque de bon sens mentionné précédemment aggrave généralement ses problèmes. La seule raison pour laquelle ces deux-là sont un peu en dessous de Wynne et Jasmine, c'est qu'ils se disputent plus souvent, ce qui était normal à leur âge. Après eux, nous devons mentionner les autres camarades de classe des écoles de Timmy et Hazel. Elmer, Sanjay, Whispers, Fred, Jenkins, et oui, vous voyez le genre. Il n'y a pas grand-chose à dire sur eux, car ils n'ont qu'un seul trait de personnalité. On sait seulement qu'ils sont sympathiques et faciles à vivre. C'est positif car Hazel Wells, la nouvelle, pourrait avoir besoin de nouveaux amis. En apparence, comme Chloé, Hazel ne semble pas être le genre d'enfant qui a besoin de parrains magiques. Son frère lui manque, c'est vrai, et elle a du mal à s'adapter à sa nouvelle école, mais elle a aussi des parents aimants et un état mental plutôt stable. Mais quand Cosmo et Wanda, retraités, remarquent une mauvaise humeur, ils la prennent comme nouvelle filleule. Et Hazel adore leur compagnie. Elle utilise ses pouvoirs de vœux pour rendre la vie quotidienne plus facile ou plus amusante, ce qui mène à de nombreuses pitreries. Mais elle utilise tout aussi souvent sa magie de façon altruiste. Elle espère que ses parents auront un anniversaire romantique ou que le héros de son père, Agi, assistera à la prochaine remise de prix. Hazel utilise sa magie pour faire beaucoup de bien et quand elle en fait trop ou cause des problèmes, elle fait toujours sa part pour arranger les choses. C'est une bonne enfant, sensible aux besoins des autres. Même si elle fait parfois tomber les autres par manque de contrôle, elle les aide toujours à se relever. Le seul à avoir plus d'initiative qu'elle est le père de Chester, Bucky McBadbat, même s'il n'est pas forcément doué au baseball. Bon, d'accord, il est absolument nul au baseball, mais Bucky ici est un père étonnamment formidable. Bien qu'il soit extrêmement pauvre, Chester est un enfant vraiment heureux. Et cela est probablement en grande partie dû au fait que son père est attentionné et bienveillant. Il prend toujours du temps pour son fils et fait de son mieux pour subvenir à ses besoins, tant sur le plan matériel qu'émotionnel. Bien qu'il perde au baseball, il est un père exemplaire, interprété par le regretté Adam West, héros local de Dimmsdale. Catman est tellement déséquilibré que cette star de la télévision doit être maîtrisée par des infirmiers avec des tranquillisants pour éviter qu'il ne cause trop de dégâts en ville. Il sauve Timmy des griffes de Vicky 2 fois dès sa première apparition, prouvant que son héroïsme n'est pas qu'en parole, malgré tout le chaos que Catman cause, pour lui comme pour les autres. Il essaie toujours sincèrement de faire le bien, et il y parvient même assez souvent. Souvenez-vous, en cas d'infestation de rongeurs, appelez Catman, l'homme qui élimine vos rats. Le maire de Dimmsdale est peut-être celui qui prend officiellement les décisions, mais nous savons tous que Chompy la chèvre est celui qui tire vraiment les ficelles. C'est un héros populaire à Dimmsdale, reconnu pour ses nombreux actes héroïques, dont l'invention du remède contre la polio. Malgré la gratitude des habitants, ils l'ont maintenu dans des conditions de vie épouvantables. Mais cela n'a pas empêché Chompy d'être une chèvre exemplaire, malgré tout. Lorsque Timmy le libère lors de sa première apparition, Chompy commence presque immédiatement une nouvelle vie avec sa femme et ses enfants. Et malgré le fait d'être un père de famille dévoué, il sauve même la vie de Timmy plus tard dans l'épisode. Et c'est pour cela, mes amis, qu'il est la chèvre. La chèvre,
Mais si vous cherchez une chèvre plus métaphorique, ne cherchez pas plus loin qu'Angela et Marcus Wells. À l'inverse des parents de Timmy, franchement horribles, Monsieur et Madame Wells sont étonnamment équilibrés comme personnes et parents. Bien qu'ils soient souvent occupés par le travail, au point que cela les empêche parfois de faire quoi que ce soit pour leur anniversaire, ils ne négligent au moins pas leur fille, ni quoi que ce soit. En fait, ils veillent toujours à passer beaucoup de temps avec elle. Angela rassurera toujours sa fille grâce à ses compétences en conseil. Et Marcus est très protecteur, s'excusant même s'il a 1 minute de retard pour venir la chercher. Ils sont à l'opposé des parents de Timmy en termes de qualité, et inutile de le préciser, c'est vraiment une très bonne chose. Mais revenons au garçon aux dents de lapin lui-même, Timmy Turner. Même si Timmy est un personnage que tout le monde enviait quand on était enfant. Je pense qu'on lui doit tous des excuses pour ça. Certes, il y a des parrains magiques, mais il faut se rappeler la raison de cela. Ses parents ne sont presque jamais là, et même quand ils le sont, ils sont plutôt négligents. Il est souvent laissé avec un démon comme babysitter, il a un professeur complètement fou qui a une vendetta contre lui, et il a même son propre harceleur. Le fait qu'on lui ait donné des fées montre à quel point sa vie est misérable. Et cela explique aussi pourquoi la plupart de ses vœux sont égoïstes, dangereux et peu réfléchis. Alors pourquoi le classons-nous aussi haut? Eh bien, même si la plupart de ses vœux sont égoïstes, Timmy fait toujours ce qu'il faut pour réparer les dégâts qu'il cause. Il formule aussi de nombreux vœux altruistes, comme souhaiter que Chester devienne le meilleur joueur de baseball ou prêter ses fées à Tutti pour une journée, qui est en fait sa fameuse harceleuse mentionnée plus tôt. Timmy fait beaucoup d'erreurs qui mettent les gens en danger. Grâce à ses poissons magiques, qui réalisent presque tous ses vœux, il apprend ses leçons tout en rétablissant l'ordre dans le monde. Tout cela pour dire que c'est un bon gamin. Et le prochain personnage de notre liste n'est pas Timmy Turner. Et pour ceux d'entre vous qui écoutent depuis un autre onglet, non, ce n'est pas juste l'intro. C'est ce personnage secondaire de Un Nouveau Vœu qui ressemble étrangement à Timmy Turner. Il semble sympa, même si c'est dur de croire que ce n'est pas notre gamin préféré aux dents de lapin. Si c'était Timmy, il aurait sûrement une super casquette rose. Donc je suppose que ça a du sens. Si vous êtes fan d'anime, celle-ci est pour vous. Canius est l'un des personnages uniques de Un Nouveau Souhait, inspiré du manga préféré de Hazel, Amour du méridien principal. Si vous êtes comme moi, et si la voix de ce gars vous semblait familière, c'est normal, ils ont pris un doubleur d'anime, le même que Chrollo. C'est de la vraie dévotion, mais heureusement, il a une meilleure tête sur les épaules. C'est un gars gentil et héroïque qui est plus qu'heureux d'aider les gens autour de lui du mieux qu'il peut, peu importe à quel point le monde peut lui sembler déroutant. Barry le Baryonyx arrive ensuite, et comme précédemment, prend vie quand Hazel souhaite un nouveau compagnon. Mais au lieu d'un personnage d'anime-manga, Barry naît du désir universel des enfants de rencontrer un vrai dinosaure. C'est un gars détendu en toutes circonstances, même s'il lui faut un peu de temps pour trouver sa place dans le monde moderne. Mais une fois qu'il l'a trouvé, il fonce à fond et utilise même son talent d'électricien pour aider à reprendre le monde des fées aux antifées. Passons à Danky, un monstre poubelle qui n'a conscience de lui-même que parce que Cosmo et Wanda ont mal compris l'un des vœux de Hazel. Et que peut-on dire sur Danky? Danky adore les ordures. Désolé, c'est Danky aime les ordures. Et c'est tout. Ça peut sembler mauvais pour l'environnement, mais ne vous inquiétez pas, Danky adore simplement manger des ordures, ce qui veut dire qu'il a toujours un côté écologique. Et nous allons lui remettre l'une des médailles de gloutonnerie les plus respectables que nous ayons jamais décernées. Je veux dire, ce gars est allé dans l'espace pour satisfaire son envie. Voilà un bel engagement pour l'environnement et son appétit. C'est tout pour les invités de Un Nouveau Vœu pour le moment. Alors passons à... Oh là là, Sparky. Vous vous souvenez de Sparky, les gars? Ce chien qui parle, qui a été introduit vers la fin de la série pour être complètement oublié, genre 2 semaines plus tard. Ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de vous souvenir de lui. C'est un chien qui a appris à parler en mangeant un dictionnaire et qui cause sans cesse des problèmes par son chaos et son manque total d'intelligence. C'est un bon chien, mais en voulant bien faire, il cause souvent plus de mal. C'est le genre de personnage qui te fait presque culpabiliser d'en avoir marre après qu'il ait brûlé 3 villes. Et Flappy Bob, tu réalises ce qu'ils ont fait? Flappy Bob, can't you see what they've done? Attends, c'est qui il? Tu dois juste savoir que Flappy Bob était l'un des personnages les plus complexes de la série originale. Sa principale apparition fut dans Les Vacances, le musical, où il incarnait l'homme d'affaires dirigeant le tristement célèbre camp Lernatorium, devenant ainsi l'ennemi numéro 1 des enfants. Mais ce n'est pas vraiment de sa faute, car il s'avère que Flappy Bob a été recueilli bébé par les Pixies,
qui l'ont élevé en lui faisant croire que les choses amusantes étaient ennuyeuses et inversement. Flappy Bob a connu une crise d'identité des décennies plus tard. Finalement, c'est son passage à l'école de droit, où les Pixies l'avaient envoyé, qui a sauvé le monde d'un ennui éternel. Grâce à Timmy, Flappy Bob découvre une faille dans le contrat avec les Pixies, permettant au monde de refléter sa nouvelle vision de l'amusement et de la sécurité, désormais libéré de son éducation malhonnête. Un bel arc de rédemption pour l'un des meilleurs épisodes, qui se conclut avec Flappy Bob renonçant au Lernatorium et retrouvant ses parents. C'est la façon idéale de finir la partie. Ne soyez pas tristes, les Pixies. La zone grise offre aussi des couleurs à votre goût, mais vous n'y irez sûrement pas, vous deux. Le premier est l'ancien acolyte de Cookie, Furet. Contrairement à son propriétaire, patron, maman, ce n'est jamais vraiment clair, mais contrairement à son partenaire d'affaires, appelons-le comme ça, il n'est pas vraiment intéressé par les activités criminelles. Il paraît mal à l'aise avec Cookie, qui tente de faire accuser Cosmo, Wanda et Hazel afin de les évincer et devenir la marraine de Hazel. Et dès qu'il en a l'occasion, il prend la fuite et dénonce Cookie au tribunal. On pourrait croire qu'il mérite un meilleur classement pour ça, mais en fait, il l'a seulement fait parce que Cookie ne le laissait jamais sortir. Parfois, j'ai aussi envie de jouer dehors. Il n'y a rien de mal à ce qu'il défende ses droits, bien sûr, mais il n'en reste pas moins que, jusqu'à présent, il acceptait généralement de suivre les plans de Cookie. Passons maintenant à Freddy Fazbear, ou plutôt à Patty, l'opossum de la fête. Quand Hazel donne vie à la mascotte préférée de Wynn pour rendre leur expérience encore meilleure, Patty prend vie. Et mon Dieu, elle est prête à s'amuser sans fin avec ses nouveaux amis. Le truc, c'est que quand Patty dit que la fête ne s'arrête jamais, elle veut vraiment dire qu'elle ne s'arrête jamais. Ou du moins, c'est ce qu'elle voulait dire, jusqu'à ce que Hazel fasse remarquer qu'ils resteront amis même après avoir quitté l'aire de jeu. Cela ne justifie pas qu'elle terrorise les enfants pour les garder sur place. Elle n'était pas malveillante. C'est juste un opossum devenu conscient qui essaie de comprendre l'amitié. Elle semble à l'aise, sauf avec Timmy, ce qui est sympa. Les premiers extraterrestres de notre liste, et curieusement pas les derniers, les Péazes sont les prochains. Ces négociateurs intergalactiques apparaissent dès que la paix est menacée, ou dès que Deb fait sa petite mesquinerie et menace d'organiser une soirée pizza. C'est du pareil au même. Ce sont des maîtres de la manipulation psychologique, utilisant généralement leurs compétences pour parvenir à n'importe quel accord nécessaire au maintien de la paix. Cependant, leur loi exige qu'en cas de défaite en négociation, ils rejoignent le camp gagnant, ce qui fait d'eux une partie neutre par définition. Ce personnage n'a pas besoin d'introduction. Flipsy, le chien acrobate incroyable. Sa posture incarne une grâce absolue. Flipsy est une œuvre d'art, et il fera des acrobaties pour n'importe qui, tant qu'on n'oublie pas d'appuyer sur l'interrupteur, bien sûr. D'un chien acrobate à carrément fou. Tout y arrive, et oh là là, cette fille, elle essaie toujours de s'immiscer dans la vie de Timmy. Elle a des poupées et des hôtels qui lui sont dédiés, et elle a même inventé des gadgets et des dispositifs pour l'espionner sans qu'il le sache. Il va sans dire que Tutti mérite la médaille du centre de la luxure, même si elle est une harceleuse. Aussi étrange que cela paraisse, Tutti n'a pas de mauvaises intentions. Elle est certes obsessionnelle, mais doit supporter Vicky chaque jour, et contrairement à Timmy, elle n'a pas de fée pour exaucer ses vœux et soulager sa douleur. Elle sait aussi faire le bien, comme lorsqu'elle a révélé la vraie nature de Vicky aux parents de Timmy dans Les Chasseurs de Chênes. Mais même en dehors de ça, pour une harceleuse, Tutti pourrait faire bien pire. Par exemple, au moins elle n'essaie pas carrément de tuer son béguin parce qu'il ne lui prête pas attention. Voici Trixie. Oh Trixie, comme les puissants sont tombés bas, elle a commencé la série comme un personnage étonnamment cool. Bien qu'elle fût certainement vaniteuse, elle semblait avoir ce désir sincère d'être elle-même, peu importe ce que les autres pensaient. Malheureusement, cet arc n'a pas duré longtemps. Les choses deviennent vraiment mauvaises pour Trixie dans l'épisode « Juste nous deux », quand Timmy souhaite que lui et Trixie soient les seules personnes au monde. On découvre que Trixie est accro à l'attention, car elle commence à devenir folle à cause du manque d'admiration de la part de quelqu'un d'autre que Timmy. Tu m'as manqué, je ne t'ai pas manqué, où es-tu ? C'est un billet pour la médaille du centre de la fierté et une place en zone grise. Juste derrière Trixie, il y a ses admirateurs. Je veux dire, des amis. Véronique, Tad et Chad. Considérez ces trois-là comme Trixie, comme les enfants populaires par excellence de l'école primaire de Dimmsdale. La principale différence, c'est qu'ils n'ont pas cette profondeur supplémentaire. Sauf si l'on considère l'obsession totale de Véronique pour Trixie, bien au-delà de ce qu'analyserait un non-psychologue. Chet Ubecha et Tina Turner, les présentateurs du journal de la série originale et de The New Wish, viennent ensuite. Chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important à Dimmsdale ou à Dimmadelphia. Vous pouvez compter sur Chad ou Tina pour apparaître, que ce soit à la télévision ou en personne.
Il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre à dire sur ces deux-là. Ils sont un peu égocentriques, je suppose. Mais comparé à la folie absolue dans laquelle nous allons plonger un peu plus loin, ce n'est vraiment pas de quoi s'inquiéter. Perd le personnage, évidemment pas l'épisode. Voici notre prochain ajout à la liste. Dès qu'un vœu concerne le temps, Perd intervient. Honnêtement, ce type est la définition même d'un homme qui fait simplement son travail, même s'il oublie parfois de donner certaines informations importantes concernant les vœux liés au temps. Il n'est pas non plus malveillant à ce sujet, ce qui fait de lui l'un des personnages les plus neutres de la série. On peut en dire autant du mystérieux et insaisissable fléau de l'existence de Monsieur Turner. Dinkleberg. Dinkleberg. Bien sûr, certains diraient que Dinkleberg semble être un type tout à fait sympathique en apparence. Même s'il est un peu frimeur, ce qui fait grimper la jalousie de Monsieur Turner à son maximum. Il est temps de révéler Dinkleberg pour le monstre qu'il est vraiment. C'est vraiment quelqu'un de bien. Un épisode le montre faisant semblant d'être un super méchant pour rendre le père de Timmy heureux. Tu veux dire que j'avais raison? Youpi! Non, attends, c'est mauvais. Bouh! Tu pourrais penser que ça le rend digne d'une meilleure place, mais non, tu plaisantes. Il n'y a aucune chance. Dinkleberg est sûrement un bon gars, mais il doit cacher quelque chose, même sans preuve. Le père de Timmy n'accuserait jamais son voisin pour cacher son incompétence comme personne. Employé et père, n'est-ce pas? Nous n'avons plus de lait. Dinkleberg est allé trop loin cette fois. D'accord? Essayons juste de ne plus parler de Dinkleberg pour le reste de cette vidéo. Sinon, je devrais peut-être appeler le docteur Requiescat Inpass Studwell, le meilleur médecin du monde des fées, ou du moins là-bas. Je ne sais pas pour les autres, mais je n'imagine pas le genre à délaisser ses patients pour filer jouer 18 trous de golf. Et le meilleur praticien médical qui existe. Quand même, Studwell, enfin Dr. Requiescat Inpace Studwell, a bien travaillé pour les habitants du monde des fées, même s'il paraît plus préoccupé par son apparence que par le reste. La majorité des fées à thème de fête arrivent ensuite. Le fou d'avril, le lapin de Pâques et Cupidon. Ces quatre-là sont tous fiers de leur rôle de mascotte de fête. Quand le vœu de Timmy de célébrer Noël chaque jour leur prend tout leur temps et leur vole la vedette. Ils sont prêts à kidnapper le Père Noël et à l'envoyer au 33 février, un jour inexistant, pour stopper Noël définitivement. Ils finissent par admettre leur erreur et laissent le Père Noël partir. Mais kidnapper et tenter d'exiler le bonhomme joyeux et bedonnant reste une sacrée chute dont il est difficile de se relever. Maintenant, faisons une courte pause dans ces montagnes russes morales. Voici Dave Dimmadome. Dave, ici, peut sembler être un riche prétentieux, égoïste et arrogant, et c'est bien le cas. Mais il n'est pas comme ça par pure méchanceté. C'est plutôt une façon de réagir au fait que son père n'a jamais eu d'amour véritable, ni de désir de créer un lien avec lui. Je ne dis pas que cela justifie que Dave s'en prenne à ses camarades de classe, ce qui est d'ailleurs un comportement très courant et préoccupant chez lui. Même s'il peut être méchant, sa pire action reste le final de la première saison, où il tente de contrôler le monde des fées pour laisser les anti-fées dominer. La seule chose qui empêche Dave de tomber encore plus bas, c'est qu'il semble avoir un peu de bonté au fond de lui. Très profondément enfoui. Au plus profond de lui. Vraiment très profondément. Il se lie parfois d'amitié avec Hazel et apprécie sa compagnie quand tout va bien. Bien qu'il méprise le besoin de Perry de suivre les règles, c'est parce que Perry allait exploser sous l'effet de la magie accumulée. C'est ce qui a poussé Dave à le libérer, faisant ce qu'il fallait mais perdant sa nouvelle fée. Espérons que ce soit le début d'une rédemption pour Dave, car malgré ses défauts, nous compatissons et croyons qu'il est au fond un bon garçon. Très au fond. Jørgen von Strangle est un personnage bien connu, la fée la plus puissante du monde des fées. Il règne sur le royaume d'une main de fer et ne montre aucune pitié envers ceux qui enfreignent les règles. Ou d'accord, il montre très peu de pitié envers ceux qui enfreignent les règles. Croyez-le ou non, Jørgen peut aussi être compatissant. Même dans le reboot, après le témoignage brutal de Fer contre Cookie, Jørgen le condamne à 10 000 ans de récréation, lui offrant enfin la liberté tant désirée. N'oublions pas quand il a pleuré sur la chanson d'amour de Cosmo et Wanda dans School's Out. Mais aussi touchant que cela soit, c'est exactement le genre de choses qui rend Jørgen difficile à classer comme personnage. Pour chaque épisode, où il verse une larme devant une chanson d'amour ou fait défiler des photos d'Anne dans la baignoire, quoi? Il en existe un autre où il maltraite sans cesse des fées plus faibles, comme Binky, ou juge sévèrement Cosmo et Wanda pour les punir. Les fées craignent cet homme, et même s'il n'est pas méchant, il reste souvent un sacré abruti. Pourtant, son côté héroïque et sensible équilibre tout, ce qu'on ne peut pas toujours dire de Mama Cosma. Sans raison claire,
Elle ne supporte pas Wanda et déteste que Cosmo l'ait épousée ou l'aime. Dès sa toute première apparition, elle essaie de les séparer par tous les moyens possibles. Elle s'adoucit après la naissance de Pouf, mais reste opposée au mariage de son fils sans raison, ce qui en fait l'une des habitantes les plus désagréables du monde des fées. Mark Chang, prince extraterrestre de Yugopotamia, vient d'une planète totalement opposée à la Terre. Un lieu où le mal, la méchanceté et la laideur règnent et où tout ce qui est mignon ou agréable, comme les fleurs, les câlins et le chocolat, est jugé dangereux. Mark visite la Terre pour la première fois après que Timmy souhaite qu'un extraterrestre attaque sa maison lors d'un jeu avec Chester et Eiji, ce qui lance leur relation de façon chaotique. Je reviens bientôt aspirer ton cerveau. À plus. Néanmoins, la relation entre Timmy et Mark s'améliore après que Timmy aide Mark à vaincre ses ennemis, les Rigolopi, et à échapper à sa méchante fiancée imposée, la princesse Mandy. Pas Mandy. Mark choisit ensuite de vivre sur Terre pour une vie normale. Nous sommes en quelque sorte prêts à pardonner ses tendances à aspirer les cerveaux, à se battre à mort et à détruire des planètes, parce que ce n'est vraiment pas son choix de faire toutes ces choses. C'est le résultat de sa biologie, et il tient vraiment à Timmy, à ses parents royaux et à Vicky, hélas. Puis arrive le maire peu honorable de Dimmsdale. Apparemment, il n'y a pas de limite de mandat à Dimmsdale, car le maire dirige la ville depuis les années 70. Contrairement à la mascotte de la ville, le maire est tout sauf un héros. Il est incompétent, corruptible, victime de chantage et parfois même dictateur. Vicky réussit toujours, sans explication, à obtenir un moyen de pression sur lui et le contraint à obéir. Dans Vicky se fait virer, Vicky dit à Champi que le maire aime la viande de chèvre. Elle laisse le poste vacant pour qu'elle prenne le pouvoir selon ses mesures en tant que nouvelle dirigeante. En contrôlant la population avec des soldats singes, le maire abuse grandement de son pouvoir. Si ce maire était aussi maléfique que Vicky, les conséquences seraient désastreuses pour Dimmsdale. Heureusement, le maire n'est pas maléfique, juste incompétent et indifférent. Doug Dimmadome, propriétaire du Dimmadome de Dimmsdale, est l'un des personnages les plus incohérents moralement de la série. Ce type n'est fidèle qu'à son portefeuille, et sa moralité change radicalement d'un épisode à l'autre. Parfois, il aide beaucoup Timmy et Dimmsdale, mais parfois, il tente d'hypnotiser toute la ville avec du lait pour gagner de l'argent. Il a tout de même un côté tendre. Après que Timmy ait involontairement réuni Dog avec son fils perdu de vue depuis longtemps, il aide le groupe à aller voir Crash Nebula sur glace. À part cela, Doug fait rarement quelque chose de vraiment gentil pour les autres, à moins qu'il sache qu'il peut en tirer de l'argent. Pourtant, il semble moins être un véritable méchant qu'un homme d'affaires impitoyable et avide, qui a tout de même un cœur au fond de lui. Je ne sais pas pourquoi, mais cette description me semble vraiment familière pour une raison quelconque. Bon, je suis sûr que ça me reviendra un jour. Mais alors qu'on approche de la fin de notre zone grise, nous avons le méchant d'un seul épisode, Gary l'imaginaire. Honnêtement, ce type est l'un des antagonistes les plus fascinants de la série. Ami imaginaire d'enfance de Timmy, il a dû rester oublié dans l'esprit de Timmy pendant 5 ans. Quand l'occasion s'est présentée, il a tenté de prendre le contrôle de l'esprit et de la vie de Timmy. Plus tard, il est sur le point de vaincre Timmy, menant les autres désirs refoulés et rancuniers de Timmy dans une bataille totale. Timmy ne voit qu'une solution: souhaiter des clones pour servir Gary et compagnie aux petits soins, apparemment pour toujours. Ce n'est pas la trêve la plus agréable. Franchement, c'est un niveau de mesquinerie que seul leur cœur de métal rempli de colère pourrait résumer. Mais étant donné que Gary ne réapparaît jamais, au moins on sait qu'il s'est calmé et qu'il va s'occuper de ses propres affaires désormais. Maintenant, pour finir cette zone grise, nous avons Monsieur et Madame Turner. Pour faire simple, les Turner sont de terribles parents. Ils oublient régulièrement le prénom de Timmy. Ils parlent constamment de combien leur vie serait meilleure s'ils n'avaient jamais eu de fils. Et ils le confient toujours à une babysitter complètement folle. Ils ignorent toujours ses paroles, même ses demandes de se débarrasser de Vicky, et ne le croient pas quand il nie être un voleur dans Inspection-Détection. La raison pour laquelle Timmy a même des faits, c'est parce que ses parents lui mentent constamment et le laissent avec Vicky. Trouver une qualité positive chez ces deux-là, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ils semblent finalement accorder un peu d'attention à Timmy après avoir compris combien ils l'ont maltraité. Et à quel point Vicky est horrible. Dans Chasseur de chaînes, ils essaient de le retrouver en trompant Doug Dimmadome et en piratant toutes les chaînes télévision pour faire passer le message qu'ils l'aiment et qu'ils veulent qu'il rentre à la maison. C'est clairement l'un de leurs meilleurs moments. Ils aident aussi Timmy à vaincre Crocker dans Abracatastrophe, après avoir compris combien ils lui mentent et l'aiment. Ce sont de terribles parents, sans l'ombre d'un doute, mais ils semblent au moins aimer sincèrement Timmy d'une certaine manière. Même s'ils sont généralement trop égoïstes ou trop stupides pour le montrer. Et c'est suffisant, même si c'est de justesse, pour les empêcher d'entrer dans notre dernière catégorie.
Les prochains personnages sont les mauvais et les méchants. Et pour commencer, nous avons le prototype d'Eve Dimadom, Rémi Buxaplanti. Je vais lui donner ce qu'il mérite. Son nom attire l'attention, mais ne vous y fiez pas. Rémi est le gamin riche et gâté typique, snob, arrogant et généralement juste un sale type avec tous ceux qui sont en dessous de sa classe sociale. En particulier Timmy, dont Rémi est jaloux parce qu'il aurait des parents qu'il aime et des parrains qui passent du temps avec lui. Un de ces points est vrai, les parents de Rémi, toujours trop occupés, ne lui accordent aucune attention, ce qui le rend malheureux. On dirait que les scénaristes ont oublié pourquoi Timmy a des fées, puisque les deux sont dans la même situation. Mais cela n'empêche pas Rémi d'essayer de se débarrasser de Cosmo et Wanda à plusieurs reprises. C'est une version moins aboutie de Dave, sans la plupart de ses qualités. Donc on ne peut pas le placer plus haut, mais on peut lui mettre la médaille du centre de l'envie autour du cou, même si je doute qu'il l'apprécie. Sa marraine la fée manquait de boussole morale pour le guider. Wandissimo rend Tutti presque détendu en comparaison. Elle, c'est une enfant troublée avec un béguin, tandis que Wandissimo est une fée adulte qui poursuit sans cesse Wanda. Une femme mariée qu'il a quittée il y a plus de 10 000 ans, et il saisit absolument toutes les occasions pour essayer de la reconquérir. Il est aussi bien trop narcissique et il est rarement capable de garder sa chemise dans n'importe quelle situation. On peut lui reconnaître d'avoir agi en l'absence de Jorgen et aider à repousser les ténèbres dans la saga Wishology, mais le reste du temps, c'est un vrai serpent. Il n'est pas méchant, mais il est louche et malhonnête. Mais il pourrait faire pire. N'ayez crainte, Wandissimo est là. Cookie comme Wandissimo pense qu'elle est la meilleure chose qui soit arrivée depuis les muffins magiques exaucant les vœux. Elle a une véritable passion pour être une marraine, la bonne fée, mais elle utilise mal cette passion. Au lieu de laisser l'enfant souhaiter ce qu'il veut, elle suppose que tous les enfants aiment la même chose. S'ils expriment leurs souhaits, ils peuvent être sûrs que Cookie réagira de façon très passive-agressive. Cette fille déteste qu'on la corrige. Je n'ose pas imaginer à quel point ce serait désagréable d'être le filleul de Cookie, ou son animal de compagnie qu'elle utilise comme une écharpe et qu'elle refuse de laisser jouer dehors. Je ne suis pas sûr qu'une peine de prison de 10 000 ans dans la prison des fées était justifiée pour elle, mais elle méritait certainement une leçon. Il est grand, méchant, gris, il s'appelle Francis, et croyez-moi, personne n'est à l'abri de cette bête. Il passe la journée à l'école à distribuer des caleçons, des raclés et des têtes dans les toilettes à tous les enfants plus petits et moins populaires. Il dispose d'une quantité ridicule d'outils pour intimider, et il est aussi ceinture noire de kung-fu, donc peu de gens ont une chance de se défendre contre lui. J'ai déjà eu 2 raclés, 3 passages à tabac et une intimidation ce matin. Francis a peu de qualités rédemptrices, et s'il n'est pas plus bas, c'est que les autres méchants sont pires. Intimider d'autres enfants en étant enfant est une chose, mais adulte? Ensuite, il y a le principal Krenz, le nouveau directeur de Hazel. Si sa cruauté absolue envers son propre presse-papier n'était pas déjà une indication suffisante, la façon dont elle traite ses élèves vous convaincra que Krenz est méchante jusqu'au bout. Elle ne s'intéresse à ses élèves que pour les notes qu'ils lui rapportent, embellissant ainsi son bureau ou son portefeuille. Préparez-vous à la cruauté de Doydle. Le chien de Vicky paraît inoffensif et même mignon. Mais lorsque Timmy souhaite sans le savoir échanger de corps avec lui pour éviter les mauvais traitements de Vicky, Doodle saisit l'occasion de rester humain pour de bon. Ce n'est que grâce à Cosmo et Wanda qui le piègent en le poussant à souhaiter redevenir un chien, en le séduisant avec un caniche, qu'il est arrêté. Doodle n'est pas un génie du mal, mais il est prêt à utiliser les autres pour améliorer sa vie. Commençons par les 10 derniers. Le docteur Bender et Wendell. Bender base sa supériorité uniquement sur ses dents parfaites, enfin je veux dire très réelles. Dans l'épisode Dents étincelantes, il vole les dents parfaites de Chip Skylark pendant son sommeil, menaçant sa carrière de chanteur. Il aime aussi faire souffrir les enfants à qui il arrache les dents, donc c'est clairement un sadique aussi. Wendell est en gros un clone de son père, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Ces deux-là devraient vraiment se calmer et arrêter de toucher aux dents des autres, ou alors commencer à utiliser des anesthésiants. À la 9e place de notre classement des méchants, nous avons Dale Dimadom, père de Dave Dimadom et fils de Duke Dimadom, propriétaire du Dimmsdale Dimadom. Merci d'avoir retrouvé mon fils disparu, Dale Dimidom, héritier du Dimmsdale Dimadom. Bien qu'il soit le dernier méchant de la liste, on dirait qu'il n'atteint pas vraiment le statut de super-vilain. Mais ne vous y trompez pas. Dale est un homme qui place le dollar tout-puissant au-dessus de tout le reste. Doug était avide et impitoyable, c'est vrai, mais il avait au moins un cœur. Dale, en revanche, se soucie ouvertement plus de ses affaires que de son propre fils, le considérant davantage comme un partenaire commercial que comme autre chose. Il ira jusqu'à mesurer les ondes cérébrales pour savoir quand les gens veulent acheter, voire traquer Hazel, une enfant, pour comprendre pourquoi elle ne veut rien acheter. La médaille du centre de l'avidité ne pouvait revenir qu'à un homme prêt à aller aussi loin.
Et son absence totale de qualité rédemptrice, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que père, confirme sa place tout en bas de notre classement. Ensuite, l'un des adversaires les plus loufoques de Timmy est Dark Laser. Une fois créé par Timmy, il a aussitôt réuni une armée pour envahir la Terre avec détermination. Oh, et il a bien sûr adopté Flipsy. Au fil de la série, il élabore de nombreux plans pour détruire la Terre et ou faire passer Timmy du côté obscur. Sa seule vraie qualité est son amour pour Flipsy. Mais honnêtement, qui n'aimerait pas Flipsy? C'est un chien qui fait des flips. Ce n'est pas parce que Dark Laser choisit bien ses compagnons qu'il est une meilleure personne. Cependant, étant une figurine d'action d'un célèbre super-vilain, on peut se demander s'il a vraiment le choix moral. On pourrait dire la même chose des adversaires du Crimson Chin, le Genou de Bronze, H20LGA et Negachin. Ces types sont des méchants de bande dessinée classiques, semant le chaos et travaillant sans relâche pour vaincre le Crimson Chin. Comme l'a dit Timmy, tant que les scénaristes veulent que le chien gagne, ils n'y arriveront jamais. De même, tant que les scénaristes ne veulent pas donner à ces méchants des traits plus sympathiques, ils vont rester des méchants tout à fait classiques. Et malheureusement, ils n'ont pas la chance de bénéficier des sages conseils moraux de Flipsy pour les faire monter plus haut dans notre classement. Ensuite, il y a Norm le génie, à la fois doublé et nommé d'après le regretté et grand Norm MacDonald. Norm gagne essentiellement sa vie en arnaquant les autres. Tous ceux qui frottent en ta lampe peuvent s'attendre à ce que leurs 3 vœux leur apportent douleur, malchance et misère. Tout cela parce que Norm prend plaisir à tromper les gens. Une part de la faute revient aux vœux égoïstes ou stupides faits par ceux qui trouvent des génies. Norm reconnaît que son but principal est de jouer des tours pour sortir de la lampe. Si besoin, je serai ailleurs. Il méprise Timmy et tente souvent de le séparer de ses fées, parfois pour se libérer, parfois juste pour le voir malheureux. Il a même tenté d'utiliser Chester, le meilleur ami de Timmy, contre lui dans Idole des Fées. Norm serait sans doute un méchant plus redoutable s'il n'était pas aussi confiant. Ce type est tellement sûr de pouvoir sortir de cette lampe, ou au moins de piéger quelqu'un d'autre, mais il finit toujours par se tirer une balle dans le pied, ou dans son histoire de génie fantôme magique. En 5e position, la plus maléfique figure les Pixies, créatures magiques qui aiment tout ce qui est ennuyeux et monotone. Ce n'est pas si grave, je suppose. Ce qui est mauvais, cependant, c'est le fait qu'ils imposent leur amour de l'ennui aux autres. Ils complotent sans cesse pour remodeler le monde selon leur propre vision. Le pire, c'est qu'ils n'hésitent pas à impliquer des enfants, comme lors de leur tentative mémorable avec les Antifées, d'enlever bébé Pouf dès sa naissance. On ne peut oublier leur rôle de méchants dans Les Vacances sont finis, la comédie musicale, où ils ont élevé Flappy Bob en lui faisant croire que le fun était ennuyeux, et l'inverse, ils voulaient contrôler le monde des fées et la Terre pour les rendre aussi ennuyeux que chez eux. Juste avant notre trio de fin, nous retrouvons l'un des principaux antagonistes de la série, Monsieur Crocker. En plus de son amour pour distribuer des zéros à ses élèves, Crocker est obsédé par l'idée de prouver l'existence des parrains magiques. À son crédit, Crocker a raison sur le fait que les fées existent réellement. La différence avec un personnage comme Deep Invader Zim, c'est que Crocker ne cherche pas à révéler une menace réelle pour l'humanité. Il veut prouver qu'il a raison pour flatter son ego et son statut. Arrive Abracatastrophe, où il obtient le muffin magique sans règles de Timmy et se fait le souverain suprême de l'univers, réduisant tout le monde en esclavage et les forçant à vénérer Crocker. Et si tu penses qu'il s'est calmé des décennies plus tard dans Un nouveau vœu, détrompe-toi. Il passe toujours ses journées à essayer de prouver l'existence de... Il est prêt à mettre des enfants en danger ou à leur voler pour arriver à ses fins. Toutefois, il convient de noter que Crocker n'a pas toujours été mauvais. Dans l'origine secrète de Denzel Crocker, on découvre que Crocker était un enfant gentil et altruiste, qui utilisait ses fées pour faire le bien à Dimmsdale. Jusqu'à ce que Cosmo dévoile le secret publiquement, que Crocker perde la mémoire et que Cosmo et Wanda soient réaffectés. C'est triste de voir que, même après des années, Crocker reste obsédé par ce qui a ruiné sa vie. Même si cela suscite de la sympathie, cela n'excuse pas que sa vision du monde ressemble à celle des pires méchants dominateurs de l'univers Nicktoons. Cependant, Crocker peut au moins faire le bien, ce qui n'est pas le cas des Antifées. Cette vidéo vous est d'abord présentée par Wikibinge, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez accéder à nos vidéos en avant-première, avant tout le monde. De plus, obtenez des emojis exclusifs aux membres et des badges de fidélité en soutenant la chaîne grâce à un abonnement. Ces types sont exactement l'opposé des fées, ce sont des êtres complètement chaotiques dont le principal désir est de semer le désordre. Chaque année, le vendredi 13, ils s'échappent de prison dans le monde des fées pour provoquer la malchance sur Terre, allant du fait de casser le dos des mères à causer des dégâts matériels massifs. Leur personnalité s'oppose à celle des fées. Anti-Cosmo est un génie britannique maléfique,
Anti-Wanda, une campagnarde sale et idiote. Anti-Cosmo élabore un plan pour kidnapper Pouf et l'utiliser pour dominer l'univers, ce qui entraînerait la destruction du monde des fées et de toutes les forces du bien. En parlant de Pouf, n'oublions pas l'infâme Foop. Oui, Reine, je préfère Foop, donc on garde ce nom. Foop est l'un des antifées les plus vindicatifs, cherchant sans cesse à se venger de Pouf et sa famille. Par tous les moyens possibles, et dans un nouveau vœu, il est prêt à sauter dans le vide laissé par n'importe quel parrain qui quitte son poste ne serait-ce qu'une seconde, juste pour ramener un peu de chaos dans le monde. La médaille d'argent du mal revient maintenant à la princesse Mandy, dont le nom au son étrange reflète bien son personnage. Quand Mark Chang l'a abandonnée à l'hôtel, elle a poursuivi son homme furieuse. Si quelqu'un l'arrêtait, je vous laisse imaginer la suite. Mandy reste une vraie méchante. Elle est cruelle, impitoyable et voulait juste épouser Mark pour l'abandonner ensuite. Dès le départ, devenir la seule souveraine de Yugo-Batamia. Mandy est un personnage vraiment tordu qui n'a même pas la moindre qualité rédemptrice. La seule façon de finir encore plus bas dans ce classement, c'est d'être un personnage tellement ignoble, tellement méchant, tellement répugnant. Bon, arrêtons de faire semblant que personne ne s'y attendait. Vicky a toujours été le personnage le plus maléfique dans Les Parents Assez Bizarres. Elle aime maltraiter mentalement et physiquement les enfants sans raison. Depuis ses 16 ans, même des décennies après, dans Un Nouveau Vœu, elle détourne toujours la fête d'anniversaire de Dave en atelier clandestin de fabrication d'ours en peluche bon marché. Elle montre parfois un semblant d'humanité dans des situations désespérées. Mais ce n'est pas suffisant pour racheter quelqu'un d'aussi tordu. Sa malveillance et sa noirceur sont telles qu'elles doivent prendre d'autres formes en la quittant. Et de la même manière, chaque fois que Vicky montre autre chose que le mal pur, vous pouvez être sûr que ça ne durera pas plus de 11 minutes. Vicky est l'une des raisons pour lesquelles Timmy a Cosmo et Wanda à la base, ce qui fait d'elle une sorte de mal nécessaire pour la série. Mais cela signifie aussi qu'elle est presque la principale source de mal dans le monde. Les antifées sont chaotiques par nature. Crocker est cruel, impitoyable et instable mentalement, recevant souvent ce qu'il mérite, comme être battu ou interné. Vicky aime torturer des enfants à Dimmsdale et veut contrôler la ville et le monde dès qu'elle en a l'occasion. Nous avons vu beaucoup de méchanceté aujourd'hui. Si tu es assez cruel pour torturer des enfants et devenir un dictateur impitoyable, tu mérites vraiment la médaille d'or de la méchanceté. Elle est franchement dégoûtante.